Pour la première fois sous la Ve République, un gouvernement est tombé parce qu'il a perdu un vote de confiance et non à cause d'une motion de censure votée par l'opposition. C'était le 8 septembre. Le lendemain, Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Et au moment où je tourne cette vidéo, la composition du gouvernement n'est toujours pas annoncée. Elle est attendue avant la reprise des travaux parlementaires prévus le 6 octobre prochain. Ce changement ouvre une nouvelle séquence politique pleine d'incertitudes. Sébastien Lecornu doit préparer le budget pour l'année 2026 tout en évitant une nouvelle chute du gouvernement et en faisant face aux mobilisations sociales. Alors pourquoi le budget 2026 est-il au cœur de la crise politique et comment syndicats et citoyens réagissent aux mesures envisagées? Salut à toutes et à tous, c'est Chloé, bienvenue dans les actus du mois de septembre de Microcanap. Chaque mois, on revient ensemble sur les actus qui ont marqué la France. C'est le sujet à la une de ce mois-ci. Au moment où je tourne cette vidéo et plus de 20 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu n'a pas encore annoncé la composition de son gouvernement. Elle est attendue avant la reprise des travaux parlementaires prévus le 6 octobre. En attendant, les ministres sortants gèrent les affaires courantes. Pour rappel, il a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron le 9 septembre après la démission de François Bayrou. L'ancien Premier ministre a perdu un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre dernier. Un vote de confiance, c'est quand le Premier ministre demande aux députés de confirmer qu'ils et elles soutiennent son action. S'il est perdu, ce vote de confiance, la Constitution l'oblige à démissionner et c'est la première fois qu'un gouvernement tombe ainsi et non à la suite d'une motion de censure qui est une initiative des députés pour renverser le gouvernement. Alors, qui est Sébastien Lecornu? Âgé de 39 ans, membre du parti Renaissance, lancé par Emmanuel Macron en 2016, il a occupé plusieurs postes ministériels depuis 2017, collectivité territoriale, outre-mer, puis ministre des Armées. Il est aussi élu local dans le département de l'Eure. Et sur les questions de société, s'il affirme avoir évolué, il s'est par le passé exprimé contre le mariage pour tous, contre la gestation pour autrui et contre la procréation médicalement assistée. Comme je le disais tout à l'heure, après 2 semaines de consultation avec les différents groupes politiques, sauf la France Insoumise qui a refusé d'y participer, et au moment où je tourne cette vidéo, la composition du gouvernement n'est toujours pas annoncée. Donc Sébastien Lecornu doit présenter son budget en Conseil des ministres entre le 7 et le 13 octobre, et la situation reste floue. Est-ce que les mesures proposées par François Bayrou cet été vont tomber avec sa démission, ou est-ce que certaines d'entre elles seront reprises? Alors, pourquoi c'est important? Parce que la crise politique actuelle vient en grande partie du budget de l'État. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu tente de trouver un compromis avec les groupes politiques présents à l'Assemblée nationale afin d'éviter la censure de son propre gouvernement. Cependant, l'Assemblée est divisée en 3 blocs et ce, sans majorité absolue depuis sa dissolution en juin 2024. Et cela rend donc tout accord plus difficile à obtenir. Ce budget, il pèsera donc directement sur vos impôts, votre pouvoir d'achat et les services publics du quotidien, de l'école à l'hôpital. Et derrière les chiffres, c'est un affrontement politique. La gauche, le centre et la droite, comme les extrêmes, défendent des visions très différentes de l'État, de l'impôt, de la justice sociale et de la justice fiscale. Ces désaccords ont fait tomber le gouvernement de Michel Barnier en décembre 2024, puis celui de François Bayrou en septembre 2025. En parallèle, depuis sa nomination, Sébastien Lecornu enchaîne les rencontres avec les syndicats et les organisations patronales au sujet du budget 2026. Pour l'instant, rien n'est clair. Les syndicats ne sont pas convaincus par le nouveau Premier ministre et ils annoncent déjà une nouvelle mobilisation le 2 octobre, tandis que les organisations patronales craignent une hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises. Une première version du budget de Sébastien Lecornu a été transmise ce jeudi 2 octobre au Haut Conseil des finances publiques. Elle pourra encore évoluer en fonction des négociations avec le Parti socialiste et les syndicats. Le texte doit ensuite être présenté en Conseil des ministres avant le 7 octobre, puis déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 13 octobre pour ouvrir les 70 jours de débat prévus par la Constitution. Dans le même temps, Sébastien Lecornu a annoncé dans les colonnes du Parisien vouloir repartir, et je cite, d'une feuille blanche, son plan: réduire les dépenses de l'État tout en mettant plus d'argent sur la santé et les retraites. Il promet aussi une grande loi contre la fraude fiscale et sociale et il reste cependant opposé au retour de l'impôt sur la fortune et sceptique concernant la taxe Zuckman. Enfin, il a pris quelques mesures symboliques, abandonner la suppression de 2 jours fériés, geler les frais de communication de l'État jusqu'à la fin de l'année et mettre fin aux avantages à vie des anciens premiers ministres. 17 en profitaient encore pour un coût annuel de 4,4 millions d'euros. Le débat reste ouvert. Faut-il réduire les dépenses, augmenter les impôts ou faire davantage contribuer les plus riches? La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, affirme, et je cite, que le budget doit être l'effort de toutes et tous. Prochaine étape, le projet de loi de finances 2026 sera examiné à l'Assemblée nationale le 14 octobre, puis au Sénat fin novembre. Celui de la sécurité sociale suivra à partir du 21 octobre prochain. Pour comprendre comment fonctionne le budget de l'État et comment il vous impacte, je vous mets les liens en description des newsletters de juillet et d'août ainsi que des actus du mois de décembre 2024 et de février 2025.
2025. Pour terminer, le débat sur le budget ne se joue pas seulement dans les couloirs du Parlement, il s'est aussi invité dans les rues. Les syndicats et une partie de la société civile se sont mobilisés pour faire entendre leur opposition aux pistes d'économie budgétaire et au gouvernement d'Emmanuel Macron. Le 10 septembre, le mouvement citoyen Bloquons tout a rassemblé près de 200 000 personnes en France, soit 43 000 de plus que la mobilisation du 1er mai 2025, selon le ministère de l'Intérieur. 8 jours plus tard, le 18 septembre, une intersyndicale réunissant la CFDT, la CGT, FO, UNSA, Solidaire, FSU et d'autres appelait à un rassemblement national contre les pistes d'économie budgétaire. Résultat, plus de 500 000 personnes se sont mobilisées selon les autorités et plus d'1 million selon la CGT. Le lendemain de cette mobilisation, les syndicats ont posé un ultimatum au Premier ministre, abandonner les pistes du budget présentées par François Bayrou cet été, comme la désindexation des prestations sociales, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires et l'abandon du durcissement de l'assurance chômage. En réponse aux mobilisations, le Premier ministre a annoncé le 24 septembre dernier qu'il écrirait aux syndicats pour leur demander des propositions sur 5 grands thèmes avant de les revoir à nouveau. Deuxième actu, alors que la France traverse une crise politique interne, Emmanuel Macron a créé l'événement sur la scène internationale avec une décision très symbolique, reconnaître l'État de Palestine. Il l'a annoncé le 22 septembre à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à New York. Ce geste est fort, la France, membre du G7 et du Conseil de sécurité, rejoint des pays comme la Belgique et le Luxembourg dans le camp de ceux qui reconnaissent officiellement la Palestine. Plus de 150 pays l'avaient déjà fait depuis les années 1980, toutefois c'est la première fois qu'un État européen de ce poids franchit le pas. Alors qu'est-ce que ça change? Dans la vie quotidienne des Palestiniens et des Palestiniennes, pas grand-chose, la guerre continue à Gaza, les otages ne sont pas libérés et cette reconnaissance ne crée pas automatiquement un État. Elle a surtout une valeur symbolique en droit international. Cependant, sur le plan diplomatique, c'est important. Emmanuel Macron a conditionné l'ouverture d'une ambassade en Palestine à 2 éléments, la libération de tous les otages à Gaza et l'établissement d'un cessez-le-feu. Et ça met aussi la pression sur Israël qui refuse la solution dite à 2 États, l'idée de faire coexister un État israélien et un État palestinien en paix. Alors pourquoi la France reconnaît l'État de Palestine maintenant? Eh bien depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre menée par Israël à Gaza, l'Europe est divisée. Cette reconnaissance vise à relancer le débat sur la paix et à pousser Israël à arrêter l'escalade militaire. Elle a aussi d'autres conséquences. L'autorité palestinienne, elle est désormais poussée à organiser les élections promises pour 2026 et à engager un processus de démilitarisation du Hamas. Les réactions sont contrastées. Israël rejette catégoriquement la décision et menace d'annexer la Cisjordanie et de fermer le consulat français à Jérusalem. En parallèle, certains pays européens comme les Pays-Bas ou le Danemark posent des conditions pour leur reconnaissance d'un État palestinien comme la libération des otages israéliens, le désarmement du Hamas et la création d'un futur État palestinien démilitarisé. Enfin, en Asie, le Japon et la Corée du Sud restent alignés sur la position américaine. Dans le même temps, un autre événement est venu rebattre les cartes. Le 29 septembre, le président américain Donald Trump, aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a dévoilé un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il prévoit notamment la libération immédiate de tous les otages, un échange avec des prisonniers palestiniens et l'acheminement massif d'aide humanitaire, ainsi que la mise en place d'une autorité de transition palestinienne sans rôle politique pour le Hamas. Israël a donné son accord sous condition, tandis que le Hamas dispose de quelques jours pour répondre. Le plan a été salué par plusieurs pays occidentaux, dont la France, ainsi que par 8 pays arabes comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Et pour le chef de la diplomatie française, le Hamas n'a, et je cite, plus aucune excuse pour rejeter cette proposition. Ces 20 points, eh bien, ils pourraient ouvrir la voie à une reprise du processus de paix israélo-palestinien. Cependant, le texte reste flou sur de nombreux aspects et surtout, il ne remet pas en cause 2 obstacles majeurs à une solution à 2 États, la colonisation et l'occupation israélienne. Pour terminer, cette reconnaissance intervient alors que la flottille pro-palestinienne Global Soumoud Flotilla tente de contrer le blocus de Gaza en y acheminant de l'aide humanitaire. Partie de Barcelone le 31 août dernier, elle réunit plus de 40 bateaux et plusieurs centaines de participants et de participantes venus de 45 pays, dont l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg. Courant septembre, la flottille a été visée à plusieurs reprises par des tirs de fusées éclairantes, des grenades assourdissantes et irritantes, et ses communications auraient été brouillées selon l'équipage. La flottille attribue ces attaques à Israël, et pour l'instant, seuls des dégâts matériels ont été signalés. Quant à la France, elle a condamné
toute attaque en mer et a rappelé que les participants et les participantes connaissaient les risques. Et contrairement à l'Italie et à l'Espagne qui ont envoyé des navires militaires en Méditerranée pour escorter la flottille, Paris n'a pas fait ce choix, ce qui alimente les critiques. Troisième actu, sur le plan intérieur, un accord commercial inquiète les agriculteurs et les agricultrices, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Le 26 septembre, les agriculteurs et les agricultrices françaises se sont rassemblés contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique du Sud, membres du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux principaux syndicats, dénoncent un accord dangereux pour leur filière. Ce rejet, il s'inscrit dans un contexte de crise. Depuis 2023, les agriculteurs et les agricultrices dénoncent la baisse de leurs revenus, des normes jugées excessives, la concurrence étrangère déloyale et les effets du climat. Selon eux, l'accord accentuerait cette pression, fragiliserait la souveraineté alimentaire et alourdirait le bilan carbone. Demain, un poulet argentin pourrait coûter moins cher qu'un poulet français. Concrètement, l'accord permettrait aux Européens d'exporter plus de voitures, de machines, de vins, en échange d'importations facilitées de viande, de sucre ou de miel qui ne respectent pas forcément les normes sanitaires européennes. Cet accord, il est discuté depuis plus de 20 ans et a franchi une étape le 3 septembre avec la validation de la présidente de la Commission européenne. Toutefois, il doit encore être approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Et en France, le gouvernement affiche son soutien aux agriculteurs et aux agricultrices et fait partie des pays qui s'y opposent. De leur côté, plus de 100 députés à l'initiative de François Ruffin, du groupe écologiste et social, demandent à la France de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, estimant que l'accord est contraire aux règles environnementales et sanitaires de l'Union européenne. Je reviendrai sur ce dossier pour expliquer ce que cet accord pourrait changer pour l'agriculture française, la souveraineté alimentaire, l'environnement et même votre santé. Quatrième actu, après les négociations commerciales, cap sur les réseaux sociaux avec un rapport très attendu sur TikTok. Interdire l'accès aux réseaux sociaux hors messagerie pour les moins de 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique de 22h à 8h pour les 15-18 ans, ou encore interdire les téléphones portables dans tous les lycées. Ces idées viennent du rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui a travaillé pendant 5 mois sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Pour l'instant, ce ne sont que des propositions, rien n'a encore été voté au Parlement. Au total, 43 recommandations sont listées dans ce rapport présenté le 11 septembre. Les députés ont auditionné des familles de victimes, des responsables de réseaux sociaux et des influenceurs pour comprendre l'algorithme de TikTok et d'autres plateformes. TikTok a rejeté ses conclusions, dénonçant, et je cite, un rapport biaisé qui ferait de l'entreprise, et je cite toujours, un bouc émissaire face à des enjeux qui concernent l'ensemble du secteur et de la société. De son côté, le président de la commission, Arthur Delaporte, des socialistes, a saisi la justice pour mise en danger des utilisateurs et des utilisatrices. En France, le gouvernement souhaite interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans depuis 2 ans. Cette interdiction a déjà été votée en 2023 avec la loi sur la majorité numérique et la lutte contre la haine en ligne. Toutefois, elle n'est pas encore appliquée, faute d'harmonisation avec le droit européen. Si vous voulez plus de contexte, je vous renvoie aux actus du mois de juin, le lien est en description. Enfin, au niveau européen, une application de vérification d'âge sera testée en 2026 dans 6 pays, dont la France. Elle permettra de contrôler l'âge des internautes grâce à leurs données personnelles, un dispositif qui suscite des inquiétudes sur la protection de la vie privée. Cinquième actu, restons sur les questions de protection, cette fois-ci dans le domaine de la santé. Le gouvernement déploie de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux, ces territoires où il manque des professionnels de santé. Depuis le 8 septembre, un dispositif envoie des médecins généralistes en renfort dans 151 zones prioritaires situées majoritairement dans le centre et le sud-ouest. Ces médecins pourront y exercer jusqu'à 2 jours par mois, indemnisés 200 € par jour. Et contrairement à ce qui avait été envisagé au départ, la participation se fera sur la base du volontariat et non sous la contrainte. Pour info, cette mesure, elle s'inscrit dans un débat plus large au Parlement. Une proposition de loi du député socialiste Guillaume Garot, la loi Garot, prévoit de réguler l'installation des médecins pour mieux répartir l'offre de soins sur le territoire. Cependant, le texte n'a pas encore achevé son parcours législatif. Enfin, le Premier ministre promet la création de 5000 maisons France Santé d'ici 2027. Construites sur le modèle des maisons France Service, elles réuniraient différents professionnels de santé dans un même lieu pour garantir un accès aux soins à moins de 30 minutes de chez soi. Cependant, certains centres de santé craignent que leur expertise ne soit pas assez prise en compte dans ce projet et appellent le gouvernement à les solliciter. Sixième actu, si vous tombez malade pendant vos vacances, vous pouvez désormais reporter vos jours de congé. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, le 10 septembre dernier pour aligner le droit français sur les règles européennes. Concrètement, si vous tombez malade pendant vos vacances et que vous envoyez votre arrêt maladie à votre employeur, vos congés ne seront plus perdus. Les syndicats comme la CGT parlent d'une victoire majeure et demandent d'inscrire ce droit dans la loi. Quant aux organisations patronales, elles dénoncent une mesure contradictoire avec la hausse des arrêts maladie et les tensions déjà fortes sur le temps de travail en France. Septième actu, une avancée sociale importante
concerne les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. Depuis août 2025, les personnes qui travaillent dans les établissements et services d'accompagnement par le travail, ce qu'on appelle les ESAT, bénéficient de droits plus proches de ceux des salariés ordinaires. Les ESAT permettent à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité adaptée avec un accompagnement médico-social. Et désormais, elles ont droit à une mutuelle santé, une meilleure couverture en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et conservent leur congé payé même en cas de maladie. Ces changements, ils visent à limiter la précarité et à renforcer l'intégration des travailleurs et des travailleuses en situation de handicap et ils s'inscrivent dans la loi pour le plein emploi de décembre 2023, précisée cet été par 2 décrets et un arrêté. Merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je vous retrouve le jeudi 30 octobre pour les actus du mois. Si vous voulez soutenir Microcanap, abonnez-vous à la chaîne YouTube et retrouvez-nous aussi en podcast sur Spotify, Deezer et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Ça aide énormément le projet, donc merci à vous. Microcanap.